bien dans son job et on va parler d'un sujet, vous en avez forcément entendu parler sans peut-être connaître la définition exacte, le personal branding. J'ai essayé de mettre l'accent et on va en parler avec Géraldine Galindo. Bonjour Géraldine. Bonjour. Professeure en RH et management à l'ESCP et Tout à fait. auteur d'un livre chez Duno, le personal branding, pourquoi et comment en faire un atout professionnel. Alors d'abord, commençons par le début parce que c'est pas si simple, tout le monde croit savoir et ne sait pas. Qu'est-ce que la définition du personal branding? Alors, on peut trouver plusieurs définitions de cette expression, personal branding, mais nous, dans notre ouvrage, on a décidé de définir cette expression comme étant une démarche stratégique qui vise à créer et à contrôler l'impression donnée aux autres. Donc, le personal branding pourrait être vu comme étant une démarche très égocentrée et en définitive suppose de réfléchir aux interactions que l'on peut avoir avec les autres et aux signaux que l'on veut donner aussi aux autres. Juste un tout petit mot, parce qu'après on va rentrer sur la déclinaison et l'utilisation de l'outil du personal branding, mais ça vient d'où ce concept-là et finalement son application? Alors, ça vient d'où? Alors, ça vient d'abord de différents courants théoriques, sociologiques, philosophiques, mais aussi gestionnaires, puisque l'on connaît depuis très longtemps le fait que tout individu est un être socialisé, qui peut avoir de multiples identités, qui va être constamment dans une posture de réflexivité et qui va essayer de donner du sens à ses actions. Donc, on a beaucoup de courants théoriques, de l'interactionnisme symbolique, du management des impressions, qui donnaient déjà des indices de ce personal branding. Mais ce terme est né aux États-Unis en 1997. Donc, il est venu agréger... C'est précis, c'est 97. Exactement. Donc, il y a un auteur, donc Tom Peters, qui le premier a écrit dans un article de magazine, que chacun d'entre nous devons être les CEO de sa propre marque. Mais il y a un petit côté Warhol dans cette affaire. On est tous une star 10 minutes dans notre vie. Il y a un petit côté comme ça, finalement, dans ce personal branding. Parce qu'on pense que c'est réservé aux stars, aux élites du football, à ceux qui sont très médiatiques. Mais vous dites non, pas forcément. Non, justement, l'idée, c'est de ne pas nécessairement devenir célèbre. L'idée du personal branding, c'est de ne pas être passif par rapport à la réputation que l'on pourrait avoir. Alors aujourd'hui, ce personal branding est indispensable pour chacun d'entre nous. Parce qu'en définitive, on parle de plus en plus de l'employabilité des individus, on parle de plus en plus de l'effacement des frontières entre vie privée, entre vie professionnelle. Oui, on l'a vécu ça, oui. Voilà, de l'effacement aussi des frontières tout court, spatiales, qui nous conduit à avoir des énormes réseaux. Et dans ces réseaux-là, il faut bien être repéré, il faut bien être identifié et différencié. D'où l'intérêt de travailler son personal branding. Donc, ce qui est intéressant dans la proposition que vous nous faites à travers votre ouvrage et votre réflexion, c'est vous balayez un peu l'idée que ce sont des stars, c'est qu'en fait, chaque individu qui possède une communauté peut décider, parce qu'il faut quand même le décider, j'imagine. Comment ça se passe, la gestation? On se dit, tiens, ce matin, je vais faire un peu de personal branding, on se lève, on va en faire. Comment ça s'organise tout cela? Alors, le point de départ peut être pluriel, en définitive. Ça peut débuter par des signaux négatifs que vous avez pu avoir de par vos actions. Cela peut aussi débuter, comme je le fais à l'ESCP, par des démarches volontaires, imposées, en fait, de l'organisation et qui nécessitent que vous ayez à réfléchir à votre personal branding. Alors, l'organisation, ça peut être une école, l'organisation, ça peut être l'entreprise qui vous incite à un moment donné à réfléchir à qui vous êtes, quelle est votre identité, du moins l'identité que vous voulez dévoiler aux autres, et qu'est-ce qui pourrait faire votre différence par rapport aux autres. Donc, le point de départ peut être pluriel, en définitive, mais la démarche doit toujours s'orienter autour de 3 étapes. La première étape, c'est d'abord se connaître, savoir ce que l'on veut montrer aux autres. Pas simple, ça. Bien définir, c'est compliqué. C'est loin d'être évident, et surtout, cela suppose à un moment donné de se poser. Parce que j'ai beaucoup d'individus en face de moi, ça peut être à la fois des étudiants, ça peut être des dirigeants d'entreprise qui me disent mais moi je sais en fait qui je suis. Mais savoir identifier vos 3 valeurs de base suppose à un moment donné de se poser, suppose de déployer un certain nombre d'outils et ensuite d'aller vers la deuxième étape qui est une étape de se faire connaître. Donc il s'agit là aussi de réfléchir à quels sont les canaux que vous choisissez et dans lesquels vous allez investir pour vous faire connaître. Mais alors, se faire connaître, c'est là on arrive à une étape délicate. C'est dangereux de se faire connaître. Parce qu'à la fois, on désire se faire connaître pour 1001 raisons. Alors, je ne sais pas d'ailleurs les motifs que vous avez dans votre livre, mais se faire connaître parce qu'on vend un produit, se faire connaître parce qu'on veut augmenter sa visibilité. Ça sert à quoi de se faire connaître ?
Alors, se faire connaître, on peut le lire de différentes manières. Bah oui. En fait. Se faire connaître, ça peut être tout simplement se faire connaître pour avoir un emploi, pour évoluer dans son entreprise. Ça peut être aussi se faire connaître parce que on est dirigeant d'une entreprise, on est dirigeant d'une start-up et on veut essayer à la fois de vendre son activité, mais aussi vendre celui ou celle qui va diriger cette activité. Et se faire connaître, ça peut être aussi devenir influenceur. J'ai aussi des anciens étudiants dont l'activité aujourd'hui est justement d'influencer par rapport à qui ils sont et ce qu'ils savent faire également. Alors, une question, parce que en fait, finalement, tout le monde a envie de se jeter dans le personal branding. Tout le monde, à son niveau, que ce soit dans son organisation ou pour parler de lui, pour faire connaître un livre, une idée, un article, devient finalement un peu son propre acteur, l'acteur de sa propre image. Est-ce qu'on n'est pas un peu dépossédé de soi-même? Est-ce qu'il ne faut pas être un peu vigilant? Il y a quand même des points de vigilance à avoir là. C'est effectivement l'objet de discussions continuelles avec les personnes qui engagent cette démarche, c'est de se fixer ses propres limites par rapport à cette visibilité. On ne s'appartient plus. Alors non, vous avez le choix de vous appartenir et de continuer à vous appartenir parce que l'idée du personal branding, c'est de maîtriser justement cette impression que vous allez donner aux autres et c'est à vous de fixer vos propres limites par rapport d'abord au dévoilement de soi et ensuite devenir visible. Ça veut pas dire continuellement être présent sur les réseaux sociaux, continuellement poster des choses ou continuellement apparaître par exemple à la télévision. Mais Géraldine Galindo, il va sans dire que cette question et la réflexion que vous menez, 97, Internet existe déjà, ça passe quand même avant tout par le canal numérique, on est d'accord. Là, le personal branding, c'est quand même le numérique qui le propage. Alors, le canal numérique l'a fait exploser, l'a médiatisé. Est-ce qu'avant, on faisait comment? Article de presse Non, avant, vous vous présentiez déjà physiquement aux autres et quelque part, beaucoup de personnes travaillaient déjà leur personal branding. On jetait une carte de visite, c'est ça le personal branding aussi? Oui, et en réfléchissant à l'apparence, en réfléchissant à la manière dont vous parliez, vous travailliez déjà auparavant le personal branding. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux rendent quasi incontournables ces démarches de personal branding puisque sur ces réseaux sociaux, il ne s'agit pas simplement, et beaucoup de personnes se trompent par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Ce sont des polémiques. Voilà, il ne s'agit pas simplement de se présenter, d'être dans une identité qu'on peut appeler déclarative. Il s'agit aussi de devenir agissant sur ces réseaux sociaux. Et c'est là où la démarche personal branding va permettre aux personnes d'orienter leurs actions, justement. Donc le conseil que vous donneriez, parce que vous êtes professeur RH Management à l'ESCP, il y a ces étudiants, alors peut-être eux rêvent de devenir des influenceurs ou des youtubeurs vus par des millions de followers, c'est le cas des youtubeurs aujourd'hui. Exactement. Mais il y a des dirigeants qui, eux, quand vous parlez avec eux, vous disent « mais moi je suis un peu de la vieille école, je suis du 20e, pas besoin de me metêtre en avant, ma marque est connue, mon entreprise est connue ». Qu'est-ce que vous leur conseillez à cela? Ils ont raté le coche. Il y a un petit côté, ils auraient peut-être dû prendre le virage. Ou vous dites, après tout, ils n'ont peut-être pas tort. Alors d'abord, je ne dirais pas que tous les étudiants, par exemple, d'une grande école, ont envie de devenir Non, mais il y a un petit côté, ça fait rêver. Alors, ça fait rêver, mais surtout, ils se rendent compte que c'est une démarche incontournable, ne serait-ce que pour trouver un emploi, ne serait-ce que pour évoluer. Donc déjà... ils sont dedans. Ils sont dedans, mais pas toujours convaincus et pas toujours avertis des différentes étapes et des différentes limites qu'ils peuvent eux-mêmes se poser. Donc, on les aide à sortir de tous ces débats éthiques et personnels. Oui, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Mon image, pas mon image. Mais pour le décideur qui dit, moi, vieille école, pas besoin de me mettre en avant, il fait le mauvais choix? Disons que plutôt ce décideur n'a pas conscience que déjà il se met en avant. Il se met en avant. Vous êtes philosophe aussi. On est nécessairement quand on aborde ce type de démarche, mais nécessairement il se met déjà en avant parce que nécessairement il rentre en interaction avec les autres. Nécessairement il se présente. Nécessairement il interagit dans différents types de cénacles. Donc il a déjà travaillé son personal branding. Et aujourd'hui un dirigeant qui n'a pas de profil LinkedIn, un dirigeant qui n'apparaît pas du tout dans les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux, va se priver d'une audience et va se priver aussi potentiellement, tout dirigeant va vouloir recruter. Et donc recruter, c'est aussi vouloir attirer des personnes qui auront envie de travailler avec ceux ou cette dirigeants. Il y a quand même un effet, je prenais le dirigeant du 20e, un peu vieille école, mais il y a quand même aujourd'hui beaucoup de jeunes dirigeants d'entreprises plus ou moins grandes qui se mettent énormément en avant, qui leur sert de marque employeur, quoi. À travers eux, c'est la boîte qu'ils représentent et leur valeur, c'est quand même très utile.
C'est extrêmement utile pour attirer, c'est extrêmement utile aussi pour fidéliser, mais c'est pas simplement utile pour les candidats ou pour les futurs salariés, mais c'est aussi utile pour les investisseurs. Vous avez aujourd'hui de plus en plus d'investisseurs qui vont regarder la réputation. On est sur la réputation de ce créateur d'entreprise ou de ce dirigeant. Et même la façon dont il s'exprime, la façon dont il dit les choses, la le posture. Code vestimentaire également qu'il adopte et tous les discours qu'il va déployer sur les réseaux sociaux, à quelle audience il va s'adresser, donc autrement dit, vers quelle activité son entreprise pourrait se développer également. Donc on n'échappe pas aux réseaux sociaux, même quand on veut s'en échapper. Oui, le risque de vouloir s'en échapper, c'est de créer de la suspicion également, de se dire pourquoi... Tiens, il n'est pas là, on ne le voit pas. Voilà, est-ce que cette personne a quelque chose à cacher ou pas? Donc le risque, je dis parfois à des étudiants qui seraient assez réfractaires par rapport à ce personal branding, je dis le risque, c'est qu'on interprète de façon erronée cette absence sur les réseaux sociaux. Même si la personne, elle, a plutôt envie de se protéger, a un peu peur des réseaux sociaux, sans pour autant qu'elle cache quelque chose. Mais ça donne le sentiment qu'elle n'est pas à l'aise, que ce n'est pas aussi transparent que ça devrait l'être. Et je dirais qu'on est plus protégé quand on maîtrise justement sa présence sur les réseaux sociaux que quand on occulte toute présence sur les réseaux sociaux. Maîtriser, contrôler son image, son vestimentaire, son langage, bref, c'est le personal branding. Allez-y, lisez d'abord le livre de Géraldine Galindo, le personal branding. Co-écrit avec Gaël Copiagne et Gaëlle Népierre. Voilà, exactement, je n'ai pas cité vos deux co-auteurs, édition Duno. Pourquoi et comment en faire un atout professionnel? Voilà, c'est donc pas réservé aux rockstars ou aux personnalités de la chanson. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Tout de suite, un jeune, une solution. C'est aussi une forme de personal branding. Vous allez le voir, les entreprises qui s'exposent chaque semaine sur notre antenne pour nous raconter leurs expériences en matière de création d'emplois chez les jeunes à travers la plateforme Un jeune, une solution. C'est tout de suite.